Déjà pour la troisième fois que je parle de la mort. La première fois, c'était un entretien sur la mort vécue au niveau biologique, c'est-à-dire corporel, végétal. La deuxième fois, j'ai parlé de la mort vécue au niveau sensitif, c'est-à-dire le niveau animal, psychique. Cette fois, je voudrais aborder le même thème, c'est-à-dire la mort vécue au niveau rationnel, c'est-à-dire le niveau typiquement humain. Il faut savoir que pour la plante, la mort est quelque chose de naturel. La pulsion de vie, à un moment donné, cesse de dominer. Donc, elle s'érend. Elle fait place aux impulsions qui viennent de la pulsion des morts. Pour l'animal, également, la mort est naturelle. C'est-à-dire la conscience sensitive animale est liée aux objets de connaissance. Et l'animal n'a aucun contact avec la mort parce que la mort appartient au futur, tandis que l'animal vit le présent. Pour l'homme, c'est autrement. Avoir un esprit devient pour l'homme d'une part une bénédiction, mais d'autre part une sorte de malédiction. Norbert Elias, je l'ai déjà cité, c'est un sociologue allemand, écrit « De toutes les créatures terrestres qui meurent, les humains sont les seuls à savoir qu'ils mourront. Eux seuls peuvent prévoir leur propre fin. C'est pourquoi ce n'est pas véritablement la mort, mais le savoir sur la mort qui crée des problèmes à l'homme. » L'homme, comme l'animal, n'a pas de représentation sensitive de la mort, pas d'image de la mort. Mais il possède un concept de la mort. Et ce concept change tout. Ce concept lui permet de penser à la mort et de penser surtout de sa propre mort qui appartient au futur. La mort n'est pas quelque chose vécu par l'homme, mais quelque chose de pensé, de réfléchi, de considéré par lui, par sa raison. Nous apprenons la possibilité de notre propre mort lorsque nous sommes très jeunes et que lorsque nous observons la mort d'autrui. Et nous en tirons une conclusion. Eugène Ionesco, un dramaturge et écrivain roumano-français, répétait que l'obsession de la mort très visible dans ses œuvres vient de son enfance. Il avait toujours une grande peur de la mort et comme il a confessé, ça venait d'une conversation avec sa mère. Comme il avait 4 ans, la mère lui a dit « Nous allons tous mourir ». Cette phrase était tellement choquante pour lui qu'elle a changé et marqué petit enfant et pour toute sa vie. Comme Martin Heidegger nous dit que nous sommes tous les hommes pour la mort, l'être pour la mort, il part du savoir.
C'est-à-dire, nous sommes tous laids pour la mort parce que nous le savons. Nous savons que nous allons mourir. Et il s'agit donc de ce savoir. Ce savoir ne vient pas d'une intuition naturelle de la vie, de notre être le plus profond. L'enfant, par exemple, jusqu'à un certain âge, il ne sait pas qu'il va mourir. Donc, dans ce sens, il n'est pas l'homme ou l'être pour la mort, sans le savoir. Une fois entendu, notre propre mort est quelque chose qui n'est pas là pour le moment. C'est-à-dire, ça reste toujours dans notre mémoire, nous le savons, et ça devient une information qui nous influence. Et voilà, c'est quelque chose de constamment distant et presque jamais vraiment proche. C'est la fin qui est constamment reportée. Plus tard. C'est quelque chose de très intime aussi, parce que nous mourons tout seuls. Tandis que beaucoup d'événements de notre vie, sont vécus ensemble. Mais même si nous mourons à côté de quelqu'un qui meurt aussi, nous allons tous seuls vers notre intérieur, vers quelque chose où on ne peut pas prendre quelqu'un. La mort nous sépare les uns des autres, dans ce sens. Et peut-être plus que toute autre chose. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la mort est manque de vie. En tant que manque, elle n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est le concept de la mort. Notre savoir de ce manque de vie. Ce concept de la mort réside dans notre esprit. Et en ce sens, il nous accompagne partout. Il a une possibilité constante de devenir notre pensée. Et nous ne sommes pas capables de nous protéger contre cette pensée, cette possibilité d'activer ce concept. Il peut être activé à n'importe quel moment. Et il se manifeste dans notre conscience sans notre volonté. Et voilà, donc, ça peut devenir une obsession, un vrai danger qui menace notre santé psychique aussi. Parce que ce concept, c'est quelque chose qui nous menace, voilà, qui est dangereux pour nous, comme nous pensons. Et dans ce sens, c'est pas la mort qui est dangereuse. C'est ce concept qui reste dans notre tête qui est dangereux. Et encore, nous ne savons pas ce qui signifie vraiment le concept de la mort en général. Nous discutons de sa signification, nous essayons de le préciser, de le réformer, de le reconstruire, mais nous ne savons pas vraiment quelle est sa signification. Nous faisons tout cela en sachant que ce concept ne sera jamais adéquat. Et ce concept présent dans notre tête, dans notre mémoire, dans notre être, crée toujours des questions. Les questions les plus simples. Pourquoi mourons-nous? Est-ce qu'il y a un but de la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Toutes ces questions restent sans réponse. Mais est-ce que la mort est vraiment un problème?
Non, c'est le concept que nous avons de la mort, ça devient un problème. Comme nous dit Gabriel Marcel, un philosophe français, il faut distinguer toujours le problème et le mystère. Parce que le problème, c'est quelque chose pour notre raison. C'est quelque chose qui se trouve devant nous, qui est séparé de nous et qu'on peut résoudre. C'est quelque chose de soluble. Tandis que le mystère restera mystère jusqu'à la fin de notre vie. C'est quelque chose qui ne se trouve pas devant nous, mais plutôt en nous. C'est-à-dire, nous sommes engagés dans ce mystère. C'est quelque chose qui révèle aussi notre essence. Parce que nous sommes nous-mêmes un mystère pour nous, donc tout ce qui est lié vraiment à nous devient aussi un mystère. Et voilà, la mort, c'est plutôt un mystère que le problème, même si la raison essaie de problématiser toujours la mort. La mort nous fait peur, mais est-ce que c'est juste? Ce que j'ai déjà dit, c'est plutôt le concept de la mort, notre pensée de la mort qui nous fait peur. La mort est traitée comme un problème par la raison, mais c'est un problème seulement pour la couche rationnelle, la troisième couche de la nature humaine. C'est pas un problème pour notre couche biologique, c'est-à-dire végétale. C'est pas un problème pour notre couche psychique, c'est-à-dire sensitive, animale. Ni pour la plante, ni pour l'animal, la mort n'est un problème. C'est la raison qui tente de résoudre ce problème, mais le problème elle-même, c'est-à-dire cette raison, a créé. Elle pense devoir en faire quelque chose, mais peut-être à tort. Qu'est-ce que la raison doit en faire? Donc, répondre à la question de la mort ou ne pas répondre? Répondre au sérieux ou, au contraire, les ignorer complètement? Donc, la première réponse, c'est que la raison peut se mettre au service d'autres facultés humaines. Nous avons déjà parlé de la couche biologique et psychique. Voilà, donc ces couches sont liées aux facultés, voilà, psychiques et végétales. On peut donc se réduire intentionnellement à la couche végétale. Ça peut être une réduction à cette couche. S'identifier en quelque sorte à cette pulsion apporte un soulagement. L'homme trouve en lui-même une satisfaction, voilà, une acceptation. Il se sent possédé par cette pulsion, même guidé par elle. L'identification à cette pulsion de mort donne un sentiment d'accomplissement et de satisfaction, d'acceptation et de soulagement. Elle fait que l'homme se coupe des pensées qui sont source de dilemmes, d'anxiété, d'angoisse.
Mais il y a encore une autre variante proposée par Épicure. La raison peut se mettre au service de facultés psychiques, c'est-à-dire sensitives. Il s'agit donc d'une réduction à la couche animale. Il s'agit de se focaliser et de focaliser notre attention sur les sensations qui proviennent de la couche sensitive. Il faut d'avoir une conscience pure et la raison doit nous protéger et doit nous conserver et garder pure cette conscience. Il faut qu'on puisse sentir le plaisir de cette sensation fondamentale, de cette expérience de la vie. Cette sensation, ce plaisir est appelé par notre Épicure katestématique. Épicure propose ici une sorte d'exclusion de la raison qui nous menace, voilà, avec ces faux problèmes. La raison peut donc vouloir se libérer d'elle-même en se limitant ou en limitant la conscience humaine aux impulsions qui viennent de la couche biologique ou la couche psychique. Donc, c'est pour ça qu'on peut garder notre raison comme un gardien qui nous protège, qui protège notre expérience, soit biologique, végétale, soit psychique, animale. Le premier ainsi que le deuxième moyen sont, à mon avis, une sorte de régression. C'est le nourrisson qui se laisse porter par les pulsions. Et c'est le petit enfant qui se laisse porter par le plaisir de la vie, le plaisir de percevoir le monde. Il s'agit de remonter à la période de la petite ou vraiment la très petite enfance. C'est-à-dire à l'époque où l'homme ne savait rien de l'existence de la mort. Et notre raison doit nous libérer d'elle-même, c'est-à-dire de ses pensées. Il doit protéger cette expérience fondamentale, infantile, on peut dire. Dans le cas de Ionesco, dont j'ai parlé précédemment, il s'agit donc de revenir à la période de la vie avant ce dialogue avec sa mère, c'est-à-dire avant l'âge de 4 ans. Il s'agit d'une vraie régression, un retour intentionnel à la période précédente l'apparition dans la psyché humaine un concept de la mort. Voilà ce faux problème qu'on fait de la mort et qui nous détruit, qui nous menace, qui introduit dans notre intérieur l'angoisse, l'anxiété, et voilà, et qui provoque les pensées qui restent sans possibilité de résoudre ce problème. Mais il faut savoir que ce n'est pas une régression qui est une fuite de la réalité. Il ne s'agit pas ici d'une régression qui n'est pas mûre, c'est-à-dire qui essaye de fuir sa réalité mûre, on peut dire adulte. Ce n'est pas non plus une régression qui élimine la raison, qui la réduit, voilà, à l'état d'enfance. Non, la raison d'Épicure reste adulte.
C'est un moyen, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour la vie, pour l'expérience de la vie, l'expérience pure de la vie. C'est un moyen que nous avons et que nous devons utiliser pour garder l'équilibre psychique. Donc la tâche de la raison est de protéger cette expérience de base, ce plaisir catastématique, et de purifier notre conscience de faux problèmes, afin qu'elle puisse s'occuper d'elle-même. Face à la mort, nous sommes comme des enfants ou plus. Nous sommes comme des nourrissons. Nous sommes passifs, impuissants, désarmés, vulnérables, sans défense. Et ça nous gêne. C'est une attitude inconfortable. Nous voulons l'éviter. Nous voudrions prendre notre vie et les choses en main pour être actifs, pour pouvoir influencer notre vie. Les stratégies de la raison envers la mort sont largement dérivées des mécanismes de défense psychologique, mécanismes psychologiques de défense. Les mécanismes de défense, c'est quoi? Ce sont des procédés employés par le moi ou on peut parler de la raison aussi dans ce cas. On les applique à la réalité menaçante afin de protéger l'intégralité de notre sujet, notre psyché, et de maintenir l'équilibre émotionnel en nous. La mort, qui est un concept construit en opposition de la vie, au concept de la vie, constitue presque pour tout le monde une menace mortelle. Ce concept de la mort, il menace non seulement la vie et l'intégralité, de la psyché. Il menace aussi l'équilibre émotionnel. Face à cette menace, l'homme utilise donc plusieurs stratégies pour se défendre, pour défendre cet équilibre, pour défendre cette intégralité. Et la rationalisation de la mort, donc, c'est le premier mécanisme de défense naturel, c'est-à-dire quand on utilise la raison pour se défendre, c'est déjà un mécanisme de défense. Mais on peut parler de la rationalisation aussi au sens le plus étroit, c'est-à-dire au sens psychologique. Il s'agit d'un mécanisme de défense qui protège notre psyché des émotions négatives et dépressives, pas par la vérité cherchée par la raison, mais par des stratégies qui ont ce but de nous protéger seulement. Dans ce cas de ce mécanisme, la raison ne veut pas donner de sens à la mort. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut seulement apprivoiser la mort pour qu'elle cesse de déranger, de menacer. La raison est ici guidée par l'effet émotionnel qu'elle veut obtenir. Le but, c'est la protection de notre psyché. C'est pas la vérité, parce que par sa nature, la raison cherche la vérité. Mais dans ce cas de ce mécanisme de défense, la raison, elle cherche pas la vérité, elle cherche la protection. Il y a deux types généralement
d'une telle rationalisation. Premier type, c'est raisin acide. De quoi il s'agit? Raisin acide. Comme nous disons que notre propre mort est quelque chose de complètement naturel, par exemple, c'est pas un problème pour nous, tous les hommes et tous les animaux meurent, donc nous mourrons aussi. Et l'immortalité est d'après nous, une usurpation, c'est quelque chose qui n'appartient pas à notre nature, c'est quelque chose que nous ne voulons pas. C'est quelque chose qui est acide. Et en tant que tel, la mort ne peut et ne doit pas être voulue par l'homme. Une autre version de la rationalisation, c'est citron d'eau. Nous disons parfois que la mort est en fait comme quelque chose de bon, de glorieux, de beau, de haut, de noble, comme une entrée vers une réalité la plus parfaite, la plus belle. Et comme ça, nous pouvons donner un sens à notre mort, facilement, on peut dire. C'est facile, il est facile de mourir comme on pense toujours qu'une réalité parfaite, super, un paradis qui nous attend et comme on évite de doutes qui viennent naturellement. Ça peut être quelque chose de vrai, parce qu'il y a des gens qui ont vécu quelque chose, qui ont une expérience de Dieu, par exemple, mais il y a des gens qui se protègent seulement, sans cette expérience. Se protègent grâce à ce mécanisme. Un autre mécanisme de défense contre la mort, ou le concept de la mort, ou la pensée de la mort, c'est la compensation. Nous voulons récompenser nous-mêmes la fin inévitable de notre vie en nous autorisant de divers divertissements, attractions et plaisirs de la vie. Même dans la Bible, on peut trouver cette stratégie. L'auteur du livre de la sagesse nous dit « Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Alors, allons-y. Jouissons des biens qui sont là. Vite, profitons des créatures, tant que nous sommes jeunes. Enivrons-nous des bons vins et des parfums. Ne laissons pas échapper la fleur du printemps. Couronnons-nous des roses, des boutons, avant qu'elles ne soient fanées. Un autre mécanisme de défense, mécanisme psychologique de défense, c'est l'autoculpabilisation. La mort est plus facile d'accepter si nous nous en rendons responsables. Si nous avons mérité la mort devient quelque chose de naturel, de juste, de logique. On ne peut pas accepter un absurde. Le larron sur la croix dit à l'autre larron qui se moque de Jésus, crucifié avec eux. Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Une autre stratégie,
Encore une autre stratégie de la raison envers la mort, l'objectivation ou désubjectivation. Il s'agit d'un abandon émotionnel et volontaire, intentionnel, de tout ce que nous devrons quitter au moment de la mort. Si la mort nous détache de tout, il faut se détacher de tout déjà maintenant. C'est une attitude stoïque. Épictète nous dit, si tu aimes un pot de terre, dis-toi, j'aime un pot de terre. Si se casse, tu n'en feras pas une maladie. En serrant dans tes bras ton enfant ou ta femme, dis-toi, j'embrasse un être humain. S'ils viennent à mourir, tu n'en seras pas autrement bouleversé. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'objectiver toujours la réalité pour qu'elle ne soit pas personnelle, pour qu'elle ne soit pas la mienne, c'est-à-dire pour qu'elle soit toujours devant moi, comme un objet, c'est-à-dire séparé de moi. Et comme ça, comme je suis séparé par la connaissance déjà, c'est plus facile à mourir. Que la mort, l'exil de tout ce qui semble redoutable, précise Épictète, soit présent à tes yeux tous les jours. La mort surtout, et jamais tu n'auras de pensées lâches ni de désirs immodérés. Donc il faut toujours penser que tu vas mourir. Comme ça peut te libérer de cette peur parce que tu l'as déjà vécu. Une autre mécanisme encore, c'est l'identification. L'homme s'identifie à quelqu'un qu'il admire et qui, à son avis, a réussi à gérer la mort. Et comme ça, il peut vivre la mort ou voilà l'agonie en s'identifiant à une autre personne. Et comme ça, cette agonie est dépersonnalisée. Voilà. Donc ça devient plus facile. On s'éloigne de notre propre peur et de notre propre angoisse en vivant une vie qui n'est pas la nôtre. Mais que se passe-t-il quand la raison ne trouve pas de solution? En même temps, n'accepte pas d'abdiquer, c'est-à-dire de déléguer cette tâche à d'autres facultés intérieures. La raison aussi peut se rendre en reconnaissant l'absurde de la mort. La mort est peut-être ce qui est le plus irrationnel. Il y a des gens qui croient que la mort donne un sens à la vie. Elle donne sans aucun doute un sens à la vie de certaines personnes. En effet, si la mort est comprise comme une transition d'une vie à une autre, alors d'accord, elle peut donner à notre vie un certain sens, une certaine expression, une certaine valeur. Pourtant, la mort comprise comme un anéantissement total
n'est pas capable de donner un sens à la vie. Comme nous écrit Jean-Paul Sartre, ainsi la mort n'est jamais ce qui donne son sens à la vie. C'est au contraire, ce qui lui ôte par principe toute signification. Si nous devons mourir, notre vie n'a pas de sens parce que ces problèmes ne reçoivent aucune solution et parce que la signification même des problèmes demeure indéterminée. Pour Sartre, la mort est une absurdité. Absurdité qui fait irruption dans la vie, l'infecte de son venin. Elle ne peut pas être traitée comme l'accord final sur une mélodie pleine de sens et d'harmonie. La mort est souvent quelque chose d'inattendu, de soudain et de complètement tragique. La mort vient comme un voleur dans la nuit. Par exemple, quelqu'un se tue dans un accident de voiture, au milieu de sa vie, on peut dire pleine d'essence, comme Albert Camus. Et une telle mort est pour Sartre le meilleur exemple d'absurde. La mort, surtout celle qui est inattendue, fait irruption dans la logique de notre vie, la détruisant, la déconstruisant. Elle invalide complètement le fonctionnement de notre raison. Comme le souligne Sartre, nous ne sommes pas dans la situation d'un condamné à mort, un condamné qui ne connaît pas le jour exact de son exécution, mais il s'assure chaque jour qu'elle est irrévocable, parce qu'il observe l'exécution de ses compagnons de prison. Or, notre situation existentielle est différente. Nous sommes plutôt dans la position de quelqu'un qui, tout en étant condamné à mort et attendant l'exécution, meurt entre-temps à cause d'une épidémie de grippe espagnole. La mort, écrit Sartre, ne saurait aucunement être attendue, car elle n'est autre que la révélation de l'absurdité de toute attente, fût-ce justement de son attente. L'approche de Sartre, mais aussi de Camus, de la question de l'absurdité de la vie et de la mort, est très, très tragique, parce que elle nous révèle ce drame qui se trouve dans la mort, qui influence la vie, qui détruit la vie, surtout le sens de la vie. Pour Sartre, l'absurdité de la mort irradie sa malédiction sur la vie. Cette absurdité rend la mort également absurde. Pour Camus, la vie elle-même est absurde. La mort n'est ici que le point culminant de cette absurdité. La fin de la vie est aussi absurde que la vie elle-même. Pour Camus et pour Sartre, la mort est plus que rien. Elle est l'absurde.
La mort a un pouvoir destructeur. Elle détruit tout discours, toute narration de la raison. C'est sa malédiction. Par cette malédiction, elle marque la raison, la privant de tout espoir. Cette raison doit donc vivre avec cette conviction que tous ses efforts, qu'ils soient efficaces, subtils ou sophistiqués, finiront par se transformer en néant, en rien. C'est pourquoi Camus parle de Sisyphe, parce qu'il compare aussi la raison à ce personnage de Sisyphe. La raison qui essaye de résoudre ce problème de la mort, mais elle ne sait pas résoudre ce problème. Toujours, ces solutions sont inadéquates. Ce qui m'intéresse, avoue Camus dans son mythe de Sisyphe, ce ne sont pas tant les découvertes absurdes, ce sont leurs conséquences. Et parmi ces conséquences, Camus n'a aucun doute. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Le monde des plantes et des animaux ne connaît pas ce type de conflit. Si j'étais, affirme Camus, arbre parmi les arbres, chat parmi les animaux, cette vie aurait un sens, ou plutôt ce problème n'en aurait point, car je ferais partie de ce monde. Je serais ce monde auquel je m'oppose maintenant par toute ma conscience et par toute mon exigence de familiarité. Jean Béchler, sociologue français et auteur d'un livre vraiment volumineux sur le suicide, partage la conviction de Camus. Selon lui, les actes strictement suicidaires supposent la conscience, l'utilisation de la raison humaine, ou plutôt l'autoconscience. Ils ne sont pas irrationnels, ils sont intentionnels. Ils ne se rencontrent, selon ce sociologue, ni chez les animaux, ni chez les trop jeunes, ni chez les malades mentaux où la conscience a disparu. Béchler sait que les actes qui, jusqu'à dans les moindres détails, ressemblent au suicide, se produisent parmi les animaux. Il en cite lui-même plusieurs exemples. Or, un chien meurt de mort en se couchant sur la tombe de son maître. Or, un chat meurt de chagrin car il ne peut pas accepter la mort d'une chatte avec laquelle il se sentait lié. Or, un chaval suit toujours devant la tente de d'un bédouin malade, son maître, comme s'il le gardait, refusant de manger. Puis, après sa mort, il escalade la colline
et il se jette dans l'abîme. Oui, ça arrive. Mais est-ce que ce sont des suicides, des vrais suicides? Selon Beschler, de tels exemples de suicides d'animaux peuvent être multipliés à l'infini. Cependant, il ne prouve pas que les actes d'autodestruction chez les animaux sont intentionnels. Il s'explique plutôt par différents comportements conditionnels. Par exemple, un animal qui refuse de manger le refuse probablement parce que la nourriture ne vient pas de son maître. En la refusant, il est incapable de prévoir les conséquences de son acte et de son comportement. Les animaux sont complètement occupés par le présent, par la vie qui se passe maintenant et ici. C'est par cette vie qui se passe ici et maintenant. Sans représentation adéquate de la mort, ils sont incapables de la prédire. Par conséquent, ne peuvent en aucune façon la programmer. Alors, ils ne se suicident pas. Qu'est-ce qu'ils font? Sous l'influence d'une pulsion qui évoque de fortes émotions, ils ne provoquent que des situations dangereuses pour la vie, où leurs instincts sont inhibés, et parce qu'ils ne fonctionnent plus de manière aussi fiable qu'avant. De même, les enfants, avant l'âge d'user de la raison, ne se suicident pas intentionnellement. Comme le montrent les statistiques, chez les enfants de moins de 5 ans, il n'y a pratiquement aucun cas de suicide. Même si un jeune enfant se tue, ça se passe par hasard ou à la suite d'une sorte de réflexe conditionné et aveugle, comme ça se passe chez les animaux. C'est à peine à l'âge de 5 ou 6 ans que l'enfant commence à distinguer la mort et le sommeil. Le concept de la mort est trop élaboré et compliqué pour l'enfant, pour qu'il prenne cette décision. Parmi les malades mentaux, le suicide ne survient que chez ceux qui ont conservé une certaine clarté d'esprit. On peut dire qu'il faut être en bonne santé pour se suicider. C'est un acte lucide, ce qui est paradoxal. Chez les personnes qui ont perdu conscience d'elles-mêmes, le suicide est pratiquement inexistant. Par exemple, chez les schizophrènes, les suicides n'apparaissent qu'au premier stade de la maladie. Chez les patients atteints de démence, ils apparaissent à peine. Ça nous montre que l'acte de se tuer, c'est toujours quelque chose d'intentionnel. Et c'est très humain. Alors, qu'est-ce que le suicide? Pour Beschler, c'est une technique.
ou une des nombreuses techniques dont les gens disposent pour atteindre leurs objectifs. Et comme toute technique, le suicide est donc un comportement rationnel et intentionnel qui implique une certaine maturité, un certain degré de conscience de soi. Ainsi, la personne qui se suicide doit avoir un but autre que sa mort, et doit être convaincu que le suicide est le meilleur moyen de parvenir à ce but. On ne se suicide pas pour être mort. On utilise, ce qui est tragique, notre propre mort pour d'autres buts. Bechler distingue 11 sens, ou si vous voulez, motifs, pour lesquels les humains se suicident. Cela peut être donc la fuite, le deuil, le châtiment, le crime, la vengeance, le chantage, l'appel, le sacrifice, la volonté d'atteindre un état plus parfait, l'envie d'être mis à l'épreuve par une sorte de jugement divin ou simplement le jeu. Si le suicide est toujours un acte intentionnel, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui agissent ici. Bien sûr, les suicides sont massivement influencés par diverses circonstances extérieures surtout, par des conditions culturelles, par des tendances héréditaires, blessures psychologiques, par des souffrances actuelles, par des émotions fortes, plusieurs choses. Mais dans l'acte de suicide, ce qui est crucial, c'est un motif rationnel. Sans lui, l'acte de suicide n'est pas envisageable. Attenter à sa vie ne doit pas forcément être un acte rationnel. Cela peut être un acte similaire aux actions des animaux qui meurent à cause de leurs actes, qui ne sont pas intentionnels, mais conditionnés. En ce sens, peuvent se suicider un petit enfant ou un adulte qui a perdu la conscience de lui-même. Dans ces cas, il est difficile de reconnaître que ce sont des actes intentionnels et pleinement humains, c'est-à-dire libres et conscients. Il s'agit plutôt d'un acte instinctif, irréfléchi ou automatique. Son but n'est pas la privation de la vie, bien que ce soit l'effet. L'acte de suicide a toujours le caractère d'une décision dans laquelle il y a toujours un motif, un moyen. Ce qui signifie qu'il ne résulte pas d'un mouvement spontané de la volonté. C'est pas quelque chose qu'on choisit naturellement. Mais cet acte est toujours en fonction d'un autre choix, plus primordial, plus fondamental, plus basique, que l'homme veut réaliser par sa propre mort. Proprement parlé, l'homme ne veut
jamais se suicider. On peut dire qu'il est généralement obligé de le faire. Parce que seulement par ça, il peut obtenir ce qu'il veut. Il peut dire quelque chose, il peut accentuer quelque chose, prouver quelque chose, prendre ou offrir quelque chose, c'est-à-dire réaliser un autre but. La mort n'apparaît pas ici comme un but. La mort est quelque chose de relatif, dépendant d'un autre choix, plus général, dont l'homme ne peut s'écarter. Le concept de la mort, construit par la raison, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, n'est pas naturel et n'est pas simple. Il est construit par l'enfant de nombreux composants. L'enfant conceptualise la mort tardivement et progressivement, en intégrant plusieurs concepts plus basiques, comme la causalité, l'universalité, irréversibilité ou l'imprévisibilité. Donc, quand vous voyez, c'est quelque chose de très, très complexe. Ce concept n'est pas acquis indépendamment et pas spontanément. C'est quelque chose d'élaboré et quelque chose qui est construit par nous. Ce concept de la mort n'appartient donc pas à la nature spontanée, directe. Notre attitude envers la mort, l'attitude la plus profonde, est différente. А чому ти хочеш йти до школи? Бо тут ми будемо перше гратись, потім підемо вчитись, потім ще підемо вчитися, потім інші підемо в школу, потім інститут, так на роботу і потім помремо.